Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les Robines. Les Robines, c'est une communauté de dirigeants et de dirigeantes du mécénat d'entreprise. À la façon de Robin des Bois, on détourne les ressources privées pour plus de justice sociale. Les Robines, c'est un espace de transmission et de solidarité pour celles et ceux qui croient en un mécénat plus responsable et horizontal. Dans ce podcast, je donne la parole à des invités qui s'engagent pour dérober le capital de leur entreprise au service de l'intérêt général. Et on décrypte ensemble les pratiques du mécénat de demain. Je suis Valentine Maillard de l'agence C'était mieux demain et cofondatrice de la communauté Les Robines. Bonne écoute les Robines. Aujourd'hui, on plonge dans un rapport que j'aurais adoré avoir entre les mains bien plus tôt. Il se nomme Les effets du mécénat de compétences sur les associations et il a été produit par Mathilde Renaud-Tinacci et Constance Cheyel pour l'INJEP. C'est un travail en 3 volets. Le premier volet est sorti en 2020 et il s'intéressait aux trajectoires et aux expériences des salariés qui partent en mission de mécénat de compétences. Pourquoi ils et elles s'engagent, ce que ça change dans leur parcours. Le deuxième volet est sorti en décembre 2025, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, et il s'attaque à une question centrale: quels sont les effets concrets du mécénat de compétences sur les associations qui en bénéficient ou pas. Le troisième volet portera sur les stratégies d'engagement des salariés dans les associations. Pourquoi les entreprises ou les institutions publiques prêtent leurs salariés, comment est-ce qu'elles le font et comment est-ce qu'elles évaluent les effets du mécénat de compétences. Ce rapport sortira courant 2026 et on l'évoque un peu plus tard dans cet épisode. Moi, j'ai découvert ce rapport grâce à Care News, qui a consacré un article fin 2025. Guillaume, si tu nous entends, un coucou par ici. Ce qui m'a d'abord frappé, c'est le volume et la rigueur de la démarche. On parle d'une enquête à la fois qualitative, c'est 84 entretiens et des observations de terrain dans 18 assos, dans plus de 8 régions en France, mais aussi une enquête quantitative avec un questionnaire auquel ont répondu 812 structures. C'est un travail titanesque. Alors, il y a une synthèse qui existe de ce rapport, mais je me suis dit que ce qui serait vraiment utile, c'est de pouvoir discuter avec Mathilde directement et de lui demander de lire entre les lignes, de nous aider à décrypter et de nous dire ce qui l'a surprise, ce qu'on voit pas forcément en survolant les chiffres. Et c'est comme ça que j'ai construit cet épisode. Alors avec Mathilde, on a parlé pendant 2 heures. C'était fascinant. Et forcément, j'ai dû faire des choix dans le montage. Vous n'entendrez pas tout, mais j'espère que l'essentiel y sera. Ce qui me tient particulièrement à cœur dans cet épisode, c'est qu'il nous place du côté des assos. Encore récemment, une salariée d'une entreprise dont j'accompagne la fondation me posait cette question. Est-ce que les assos, elles choisissent leurs partenaires en mécénat de compétences? Est-ce que parfois elles ont trop de demandes? Et si oui, comment est-ce qu'elles arbitrent avec qui elles vont travailler? C'est des questions qu'on se pose pas toujours quand on est du côté d'une fondation ou d'une entreprise, mais je trouve que ce rapport aide à y répondre et à se mettre dans les chaussures de celles et ceux à qui on destine finalement nos actions en mécénat privé. Allez, je te souhaite une bonne écoute. Est-ce que tu pourrais, te présenter, et nous présenter un petit peu aussi le rapport, sur le mécénat de compétences sur lequel tu as travaillé récemment? Je suis Mathilde Renaud-Tinacci, je suis chargée de recherche, à l'INJEP et je suis aussi, chercheuse associée au laboratoire, Cerlis, qui est une unité mixte de recherche du CNRS, à l'université Paris-Cité. Donc je suis, plutôt spécialisée sur les questions de vie associative, et puis maintenant de philanthropie et ça étonnera peut-être, les auditeurs voilà, dans ce que je vais dire, mais je ne vais pas utiliser les vrais noms des associations. On a décidé d'anonymiser, les associations pour les protéger, tout simplement. Et donc on a essayé de leur redonner des nouveaux noms. Ça marche. Moi, dans mon métier de consultante, qui s'adresse à des fondations et des associations, j'entends souvent des associations dire qu'elles subissent le mécénat de compétences plus qu'elles ne le choisissent. Est-ce que, ton rapport et les entretiens que tu as pu mener confirment ça? Effectivement, déjà il faut savoir que les entreprises, dans celles en tout cas les associations qu'on a suivies, leurs partenariats avec les entreprises, elles choisissent souvent seules déjà les conditions de leurs offres d'engagement à leurs collaborateurs. C'est-à-dire, qu'elles vont choisir le nombre de jours par mois où ils sont mis à disposition ou même par année, hein, parfois c'est sur les années qui sont accordées aux salariés. Dans le cadre des missions flash par exemple, donc des missions de très courte durée, comme les journées de solidarité ou, pour les missions longues, elles vont choisir par exemple la durée et les conditions en fait de la mission, en mécénat de compétences. Est-ce que c'est du temps plein? Est-ce que c'est du temps partiel? Est-ce que c'est dans les locaux de l'association, pas dans les locaux de l'association?
Ensuite, il y a aussi, le profil, hein, et le nombre de salariés autorisés à s'engager, parce que c'est quand même les entreprises qui décident aussi de ça, hein, en interne, sachant qu'il y a une amélioration qu'on note, hein, nous, depuis 2020, mais c'est quand même principalement, voilà, des cadres, personnes en tout cas qui disposent, on va dire, d'un capital culturel assez élevé. Faut savoir qu'on a assez peu d'entreprises dans lesquelles finalement, il y a une offre, qui est ouverte à tout le monde, qui circule, via l'intranet. Et puis ensuite, bien sûr, il y a les causes et les types d'associations qui vont être, soutenues. Voilà, est-ce qu'on soutient des associations nationales, locales, quel type de projet, et cetera. Donc déjà, en fait, on a quand même une mainmise assez forte de l'entreprise, à l'origine, on va dire, de la mission. Et puis, il faut savoir aussi que le mécénat de compétences se fait aussi souvent dans les cadres d'un partenariat qui existe déjà avec l'entreprise, hein. On a quand même, dans le cadre des missions flash, par exemple, c'est, dans 78 des cas, c'est dans le cadre d'un partenariat qui existe déjà avec l'entreprise. Pour, les missions longues, c'est 42. Et le reste du temps, c'est à l'initiative de l'association ou du salarié. Parfois, par exemple, il est déjà bénévole dans l'association. Ce que ça dit, en fait, c'est que quand il y a un partenariat déjà existant aussi avec l'entreprise, bah, ça peut être synonyme de confiance, mais ça veut dire que potentiellement l'association, elle a déjà un pied, dans le partenariat avec l'entreprise et que du coup, elle aurait aussi beaucoup à perdre, en fait, si elle respecte pas forcément les conditions de mise en place de l'entreprise. On s'est rendu compte que, les associations, quand elles ont des demandes très précises, par exemple, elles ont, besoin de compétences comme la communication et l'informatique, hein, c'est mon cas, elles ont besoin de compétences qu'elles ont des difficultés à pouvoir aussi se financer. Par exemple, si elle veut des seniors, je sais pas, sur les aspects communicationnels, ben, c'est difficile, hein. On a quand même des différences importantes de salaire entre le privé lucratif et le privé non lucratif. Et ben, du coup, en fait, ça va pas forcément être, pourvu. J'ai en tête, une association, qui avait fait une demande, en mission conseil de refonte de son parc, informatique. C'était une petite association locale, hein, qui sur le papier était pas très connue et les entreprises, voilà, avaient trouvé la mission, délicate, peu motivante pour les salariés de l'entreprise et avaient préféré dire, non. Donc on a quand même ce rapport de pouvoir. Je parlais des conditions de aussi du mécénat de compétences. Je me souviens des personnes qui étaient parties en mécénat de compétences et en cours de leur mission, l'entreprise les a rappelés parce qu'elle avait besoin de ses collaborateurs. Ils étaient partis en mission temps long et en fait, elle avait des soucis de ressources humaines, pour des missions un peu plus opérationnelles. Elle les a rappelés. Donc en fait, en cours de route, l'association s'est retrouvée un petit peu sur le carreau. Voilà et puis ensuite, il y a quand même un coût d'entrée très important pour les associations. Un partenariat, ça se gère. Les associations n'ont pas forcément de personnes, qui seraient susceptibles de s'en occuper en interne, qui seraient capables, voilà, d'apporter les bonnes réponses. Il y a après, je pense, autre chose, c'est qu'il y a aussi une forme de mise en concurrence entre les associations qui mobilisent cette compétence. Parfois, elles ont du mal à recruter des salariés volontaires. Et j'ai souvenir, voilà, dans l'association Isolage, qui est évidemment anonymisée, d'une coordinatrice nationale du bénévolat qui nous disait: «En fait, on est mis en concurrence». Notamment là, en l'occurrence, elle citait qui disait, voilà, ils nous mettent en concurrence, et ils faisaient en fait leur marché dans les associations qui mettaient en concurrence. Voilà. Donc c'est pas forcément là, en fait, qu'il y ait le besoin de l'association, sachant qu'il y a aussi la question de l'adéquation avec les besoins des salariés mis à disposition qui souvent ont très envie d'être au contact des bénéficiaires, voilà, des publics vulnérables auprès duquel œuvre l'association. Mais en fait, des fois, c'est pas là, qu'est le besoin de l'association. Ce que Mathilde vient de décrire ici, c'est une réalité structurelle à laquelle il y a de grandes chances que ton entreprise participe. La relation entre une entreprise et une asso, elle se construit progressivement et sans mauvaise intention. Alors ton entreprise, elle fixe les conditions, le profil des salariés, la durée, les causes soutenues. Tu me diras, c'est logique puisque c'est elle qui porte la stratégie de mécénat. Sauf que de l'autre côté, l'asso, elle arrive dans un partenariat qu'elle n'a pas toujours initié et qu'elle ne peut pas vraiment refuser, surtout si elle reçoit par ailleurs un soutien financier de ta boîte. Alors c'est pas une fatalité, ça demande surtout d'être conscient de ce mécanisme et de cette relation-là. Parce qu'un mécénat de compétences utile et qui fonctionne pour les deux parties, ça va commencer par une asso qui a eu la possibilité de dire oui ou de dire non, d'accepter ou de refuser une mission. Et ça se construit à travers le temps par la confiance. Et on va voir comment dans la suite de cet épisode avec Mathilde. Au sein de la communauté
des Robin et des personnes qui écoutent ce podcast, on porte l'idée vraiment d'un mécénat qui soit, horizontal dans le sens où, la relation elle est nourrie aussi, de l'expertise des associations et où les associations sont pas en position de demandeuse, uniquement, mais vraiment d'actrice de ces partenariats-là. Dans ton rapport et dans ce que tu nous expliques, on voit effectivement que l'équilibre relationnel, il est rarement la norme en tout cas. Qu'est-ce qui bloque selon tes observations pour qu'on aille vers plus d'horizontalité, plus d'équilibre? C'est pas facile à répondre comme question, mais je pense que toutes les associations, elles enfin, toutes les associations, celles qui en tout cas ont recours mais cette compétence, elles y voient clairement une opportunité à saisir, mais elles ont pas toutes les mêmes exigences et toutes les mêmes conditions, et surtout, elles ont pas toutes les capacités de démarcher les entreprises. Moins les associations sont attractives pour les entreprises, plus elles vont se sentir obligées de saisir les opportunités qui leur sont offertes ou à adapter leurs conditions ou leurs projets, parce que, justement, elles veulent être attractives pour les entreprises. On a même des très grandes associations très connues qui font des compromis, hein, pour plaire aux entreprises. Et ce serait quoi pour toi, dans ta définition ou dans tes observations, une association attractive? Alors une association, attractive, je pense que c'est déjà une association qui est mature au sens de, j'ai en tête un verbatim d'une entreprise qui me disait, «On veut pas essuyer les plâtres». Voilà, on veut des associations qui ont déjà eu de l'expérience du mécénat de compétences, qui sont déjà habituées à être dans du management, à avoir des ressources humaines importantes. On veut pas des problèmes, d'essais, d'expérimentation dans une association. Voilà, on veut déjà des associations, des matures sur le sujet et ça, c'est encouragé aussi par un certain nombre d'intermédiaires qui ferment directement un peu la porte, à, on va dire, des associations, par exemple, qui seraient que bénévoles, qui seraient pas du tout employeurs en disant: «Non, ça, en fait, l'association est trop fragile, on peut pas demander, par exemple, de mettre à disposition d'une association qui serait entièrement, bénévole» et donc du coup, il y a un peu cette fermeture d'avance à certaines associations, voilà, qui seraient trop petites, trop locales, trop immatures. Alors même que nous, on a quand même eu des exemples, voilà, de missions qui se sont très bien passées dans des associations, plus petites, où au contraire, les salariés volontaires étaient très contents d'être dans du touche à tout, voilà, directement, dans l'activité, au cœur de l'activité de l'association donc ça peut très bien se passer, très bien se passer aussi ici, quoi. Il y a clairement les causes, trop politiques ou qui sont pas très consensuelles, elles vont pas forcément être choisies par les entreprises. Nous, ce qu'on a constaté quand même, c'est qu'il y a eu des évolutions sur le sujet, c'est qu'il y a eu une véritable maturation, en tout cas chez les associations qui ont l'habitude, hein, d'avoir recours aux mécènes de compétences, qui ont pris conscience que fallait mettre des garde-fous dans le partenariat. Jusqu'où elles veulent aller, par exemple, certaines, ont décidé d'arrêter totalement les journées de solidarité, d'autres ont décidé de les faire payer, certaines ont décidé d'aller vers des conventions qui sont plus précises, certains ont décidé simplement de commencer à mettre en place des conventions, alors que jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. Et puis on a des associations qui ont essayé d'aller encore plus loin en disant: «OK, faites du mécénat de compétences, mais le mécénat de compétences, ça s'intègre dans une dimension plus large de soutien à notre association». Donc vous pouvez pas juste faire du mécénat de compétences. Faut aussi nous soutenir, d'une manière ou d'une autre financièrement. Je sais pas, mettez en place par exemple du microdon en interne chez vous ou, vous pouvez nous subventionner, nous financer. Donc en fait, il y a une espèce comme ça de soutien multiple, mais évidemment, c'est pas toutes les associations qui sont en capacité de faire ça. C'est souvent encore une fois, des grosses associations qui, ont déjà, eu recours à cette compétence, qui sont souvent visibles, qui ont un petit peu plus de pouvoir. Sachant et ça, je pense que c'est important de le dire, que nous, on a été surpris et ce depuis la première enquête, c'est que les associations ont vraiment intégré une forme de sentiment d'infériorité par rapport au monde de l'entreprise, lucrative. Il y a une question d'imaginaire, je pense, par rapport à ce que les sociétés valorisent, qui fait que le monde associatif serait, plus amateur, alors même qu'on a des secteurs qui sont hyper professionnalisés comme le médico-social. Le monde associatif se pense, voilà, en deçà et du coup intègre directement que, leurs compétences valent moins, qu'ils valent moins et que du coup, pour ce faire, il faut vraiment être très attractif auprès des entreprises, quoi. C'est assez, marrant à regarder. À ce moment de l'interview originale, Mathilde, elle nous explique qu'il y a 4 motivations principales qui vont amener ton entreprise à faire du mécénat de compétences. L'image, d'abord, le mécénat de compétences, ça se voit, ça se communique. Les RH, ensuite, ça favorise la marque employeur, la cohésion d'équipe, la rétention des équipes dans l'entreprise.
Troisième motivation, l'optimisation des carrières, des salariés sans poste en interne que tu vas pouvoir mettre à disposition d'une asso, soit en fin de carrière, soit en intermission pour certains jobs. Et enfin, quatrième motivation, le gain fiscal, 60% de défiscalisation, surtout sur les missions longues. Donc, si on résume, l'image, les RH, l'optimisation des carrières et le gain fiscal. Je vous en fais une version hyper simplifiée ici parce que ces sujets seront traités plus en profondeur dans un troisième rapport que Mathilde est en train de travailler en ce moment et qui sera publié courant 2026. D'ailleurs, si ça vous branche, on pourra réinviter Mathilde pour un autre épisode dédié à ce sujet-là. Un exercice hyper intéressant que tu peux faire maintenant, c'est d'identifier dans ta boîte quelles sont les motivations qui te permettent de déployer le mécénat de compétences. Et puis, dans quel ordre. Parce que pour toi, connaître ces motivations, ça va te permettre de déployer la bonne stratégie de mécénat de compétences. Dans ton rapport, toi, tu pointes justement l'arrivée de ces salariés qui arrivent mal préparés finalement dans le monde associatif, dans une logique du coup de mécénat plus horizontale. Tu vois, la formation, la posture du salarié, ça devrait être, selon moi, tu vois, un prérequis non négociable de se dire avant de partir en mission de mécénat de compétences, tu as une sensibilisation à minima de quelques heures qui te permet de comprendre où est-ce que tu vas arriver, quels sont les codes du monde associatif, quels sont les bénéficiaires, leur histoire, leur parcours. Pourquoi est-ce que, selon ton étude et ton rapport, pourquoi est-ce que c'est pas systématiquement le cas? Alors déjà, il faut savoir qu'on en est très loin. J'ai le souvenir d'un salarié qui me disait, enfin, je lui demandais: «Est-ce que l'entreprise vous a suivi, a pris de vos nouvelles?» Elle dit: «Ah oui, en l'espace de 2 ans, j'ai, ma RH qui m'a appelé une fois pour savoir si j'avais le moral». Vraiment l'entreprise, s'intéresse pas forcément au cadre de la mission. Nous, on a étudié, parce qu'on n'a pas pu toujours les avoir entre les mains, mais on a étudié 11 conventions de mise à disposition entre, entreprises et associations. Il y en a seulement 3, par exemple, qui présentaient les compétences possédées par les salariés volontaires et la manière avec laquelle celles-ci pouvaient être utilisées dans l'association. Et on n'a pas du tout de résultat, par exemple, à atteindre pour l'entreprise. Pas un objectif à atteindre pour le salarié volontaire au sein de l'association dans laquelle il va être mis à disposition. On ne sait pas du tout ce que l'association apporte aux salariés. Dans le cas de mission, ce serait très intéressant de voir justement ce que ça peut apporter aux salariés volontaires. C'est un peu moins vrai dans le cas des missions flash, parce que notamment collectives, quand il y a par exemple des team building solidaires, généralement on attend au moins un retour de satisfaction des salariés sur la façon dont ils ont vécu leur journée, et cetera. C'est pas du tout le cas dans les cas de mission longue. Est-ce que, dans les assos avec lesquels tu as échangé, est-ce que tu as rencontré des exemples justement où la relation, et les missions, elles étaient, co-construites, où l'entreprise s'impliquait dans la mission? Et qu'est-ce que ça a apporté comme effet? Enfin, qu'est-ce que tu vois aussi toi comme effet bénéfique, à contrario quand la mission elle est co-construite? Alors je pense à une association, qu'on a renommée Un futur des demain, où il y a eu vraiment une mission assez incroyable entre entreprises et associations, donc avec une fiche de poste qui a été co-construite, avec un rendez-vous, tous les 2 ou 3 mois avec la référente RH de l'entreprise, le salarié volontaire et les membres de l'association. Et c'est vraiment comment dire? Une mission qui s'est extrêmement bien passée. Pourquoi? Parce que déjà évidemment ça renforce la relation partenariale, mais ça facilite aussi très largement l'inclusion du salarié volontaire, qui est sécurisé en fait, dans son entrée en mécénat de compétences. Parce que, voilà, on demande beaucoup en fait aux salariés volontaires et aux associations. On demande un important effort d'adaptation pour les salariés volontaires, qui découvrent non seulement un monde avec ses propres codes, mais aussi, qui doivent d'un seul coup être complètement autonomes dans leur travail, alors qu'ils avaient une forme de spécialisation des tâches, que voilà, avec des choses très cadrées. Là, d'un seul coup, on leur dit: «Bah, écoute, ça, tu le fais toi-même, ça aussi, tu le fais toi-même», voilà, il y a pas quelqu'un qui prend en charge, il y a pas un service de support, je sais pas, informatique. C'est toi qui te débrouilles, par exemple. Ouais, et tout le monde, surtout, n'est pas effectivement adapté au monde associatif. Alors tu parlais de formation. Il y a quand même une idée de se dire que peut-être que tous les salariés volontaires ne peuvent pas rentrer sans formation dans le monde associatif. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai rôle aussi côté RH, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont besoin d'être sensibilisés, formés? Est-ce que, on négocie avec l'association, savoir si, quelque part, on devrait financer l'association pour qu'elle forme les salariés volontaires à être adaptés, par exemple, à des publics, avoir les bons comportements? Petite parenthèse rapide. Ce que Mathilde décrit ici, des salariés qui partent mal préparés, sans vraiment connaître les codes du monde associatif, tu l'as peut-être déjà vu dans tes expériences. Et c'est ce que je vois aussi au quotidien avec mon entreprise C'était mieux demain. C'est d'ailleurs ce qu'on adresse avec des formations qu'on propose aux équipes des fondations.
C'est des demi-journées qu'on construit avec et pour les équipes des fondations d'entreprise. Ça va vous permettre de comprendre le monde associatif de l'intérieur, comment piloter un partenariat avec une association, comment l'aider à identifier ses besoins en mécénat de compétences et surtout comment adopter la bonne posture en tant que mécène, ni sauveur, ni client. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ces formations, le lien est dans les notes de l'épisode. Allez, on continue avec Mathilde. C'est un peu la dimension qui est liée aux imaginaires et aux représentations sociales. C'est-à-dire que les associations, elles font pas forcément attention lors de la négociation partenariale, à la façon dont sont présentés les salariés volontaires, puisqu'elles se conçoivent elles-mêmes, comme amateurs ou en tout cas moins dotées en compétences et en ressources que les entreprises. Évidemment, il y a des écarts, hein, en termes de capital économique ou de structuration organisationnelle, mais c'est souvent amplifié par les associations elles-mêmes. Et donc, elles ont souvent l'impression, par exemple, d'être moins légitimes sur le plan des compétences et des savoir-faire. Et c'est pour ça qu'elles-mêmes se conçoivent, par exemple, pas forcément comme des espaces de formation, où elles pourraient prétendre à former et formaliser et peut-être même être financées, pour former des salariés volontaires avec des compétences qui seraient, alors évidemment hors des fins de carrière, mais réutilisables dans la carrière des salariés volontaires, dans leur travail au sein de l'entreprise. Ça peut être par exemple l'accueil et l'accompagnement des publics vulnérables, les capacités d'adaptation à des situations complexes qui viennent se travailler, hein, dans le milieu associatif, l'autonomie, la connaissance de milieux particuliers, je ne sais pas, des enjeux juridiques, psychologiques. Enfin, il y a énormément de compétences qui se croisent dans le monde associatif et on a l'impression que c'est vrai qu'à les entendre que ça n'existe pas. C'est complètement invisibilisé. C'est un décalage qui s'inscrit plus largement dans une hiérarchisation sociale des compétences, hein, qui est fortement, structurée par le monde du travail, hein. On a tout ce qui est compétences associées aux activités de gestion, de pilotage, de production, c'est très valorisé, dans les entreprises et c'est très valorisé et reconnu dans notre société. Et à l'inverse, toutes les compétences qui relèvent du care, hein, prendre soin, accompagner, écouter, s'ajuster à des situations un peu humaines, un peu complexes, comme celle de s'occuper, je sais pas, des enfants, des publics précaires, enfin, c'est moins reconnu alors même que c'est au cœur de très nombreuses activités associatives et donc on a forcément, on va minorer la valeur de ce savoir-faire, développé, dans les espaces associatifs et donc ça renforce aussi l'idée que les associations auraient, moins à apporter aux entreprises en termes de compétences. Alors que, par exemple, s'ajuster à des situations humaines complexes, enfin, ça va clairement servir dans du management dans une entreprise, en fait. Cet imaginaire, qui vient aussi emporter avec lui le fait que, bah, on a du mal à équilibrer cette relation, à mieux préparer les salariés qui sont mis à disposition et puis aussi à rééquilibrer un peu ce rapport de pouvoir. Dans les épisodes précédents, on se parlait de ouais, d'agilité, de capacité à travailler en collectif, capacité à travailler avec beaucoup de contraintes ou avec des ressources qui sont limitées, la créativité que ça peut impliquer aussi, qui effectivement sont des compétences qui ont vachement leur place en fait en entreprise aujourd'hui, surtout dans des contextes économiques hyper concurrentiels, de forte digitalisation. Qu'est-ce que toi tu as pu observer sur l'effet de l'arrivée de personnes en mécénat de compétences sur l'organisation, sur les salariés d'une association ou sur, des gens qui vont intégrer quelqu'un dans leur équipe en mécénat de compétences? C'est quoi un peu les angles morts là-dessus? Il y a des choses. Déjà, il peut y avoir une forme de concurrence à l'emploi et de concurrence au bénévolat. Concurrence à l'emploi, c'est un petit peu à l'instar du volontariat en service civique. Les associations vont recruter des personnes avec cette compétence pour avoir accès à une main-d'œuvre peu coûteuse et qui vient se substituer à des postes salariés, effectifs ou potentiels. C'est-à-dire que dans certaines associations, on va tester au moyen de cette compétence, savoir si on va ouvrir un poste demain ou pas. Parfois, on va effectivement substituer un poste salarié à une personne mécène de compétences ou créer un poste de mécène de compétences et donc on va déstabiliser l'association ce faisant parce qu'on va, par exemple, on va créer un poste en mécène de compétences, la personne va rester 2 ans, 4 ans, et en fait elle va, quitter l'association parfois même sans avoir transmis un certain nombre de ses compétences ou de son expérience et du coup, en fait, quand elle s'en va, le besoin, il a été créé au sein de l'association. J'avais une Sabine, une salariée d'un établissement de formation médicale chez Grand Secours qui nous disait, «C'est bien, c'est confortable, hein, parce qu'on a plus de personnes pour travailler, mais après quand on n'a plus, ce mécénat de compétences, on crée des modes de fonctionnement, qui étaient complètement différents et quand on n'a plus ces personnes-là, on ne peut plus fonctionner pareil». Donc ça, c'est un gros risque de déstabilisation, c'est que faire quand les personnes au mécénat de compétences partent? Souvent les associations, la pirouette qu'elles font, c'est, soit elles recrutent à nouveau une personne au mécénat de compétences, soit elles vont professionnaliser le bénévolat.
J'ai encore en tête, quelque chose chez Isolage, mais dans une filiale. La personne qui travaillait dans les ressources humaines et qui était mise à disposition dans cette filiale, de Isolage, devait former les bénévoles, alors qui parfois n'en avaient vraiment rien à faire, mais à des missions de reporting, à la gestion de projet, de la gestion d'équipe, ce qui normalement n'est pas forcément des demandes qu'on fait reposer sur des bénévoles. Et là, j'ai encore un autre exemple sur la déstabilisation du bénévolat. Une association qui s'appelle Bébé Secours, qui, en fait, accumule du matériel pour aider les mères, souvent les mères célibataires en situation de grande précarité, à s'occuper simplement de leur bébé, à faire manger leur bébé. Bah, en fait, les personnes, qui viennent des entreprises, souvent d'ailleurs collectivement dans ce cas-là, vont prendre peu à peu la place dans tout ce qui est, par exemple, tri et manutention des bénévoles elles-mêmes. Et les bénévoles elles-mêmes, c'est qui dans cette association-là? C'est des mères célibataires qui se réengagent parce qu'on les a aidées dans cette association, elles se réengagent et parce qu'en se réengageant dans l'association, bah, elles acquièrent, des compétences, des savoir-être, elles se politisent et cetera. Mais du coup, elles fonctionnent moins vite, elles ont pas forcément les codes professionnels qu'ont les équipes de salariés qui viennent du monde de l'entreprise. Et elles sont au cœur du projet de l'association, ces personnes-là, puisque ce sont les mères célibataires. Mais quand on envoie des équipes en provenance des entreprises, c'est des équipes qui vont prendre la place de ces bénévoles dans cette gestion parce qu'ils vont être plus efficaces, plus performants, parce qu'ils ont déjà les codes de l'entreprise, etc. En fait, c'est un peu des choses qui sont pas forcément visibles pour les associations, mais quand on regarde plusieurs associations en même temps et on voit que ces processus, en fait, se retrouvent dans différents établissements et associations qu'on a pu observer. Alors, dans la façon dont c'est vécu dans l'intégration, c'est pas forcément le cas. Souvent, ça se passe très bien, en fait, les intégrations des, personnes en cette compétences dans les associations. C'est-à-dire que, voilà, souvent, c'est vu comme des personnes qui ont des hauteurs de vue assez intéressantes, qui sont mis à disposition dans les associations. J'ai le souvenir d'une salariée volontaire qui travaillait, chez et qui a été mise à disposition dans une association qui était plutôt composée de jeunes salariés et qui, voilà, avaient l'impression que c'était un peu leur grande sœur, donc ils se faisaient un peu coacher. Donc on a aussi voilà, des belles expériences d'intégration. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement ce qui a l'air de quand même mieux fonctionner et fonctionner, au mieux pour les associations, c'est les missions longues. Est-ce que toi, tu vois dans ton rapport d'autres critères que la durée d'intervention des salariés? Je sais pas, sur, la taille de l'asso, sur, hem, le secteur d'activité, le profil du salarié. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme autre, condition de réussite de la mission de mécénat de compétences? Déjà, il faut dire que toutes les associations qui ont recours à cette compétence dans notre enquête, elles sont relativement satisfaites, hein, de leurs expériences de mécénat de compétences. Mais il y a des différences selon le type de mission. Par exemple, pour les missions flash, les associations estiment que c'est utile, mais pas décisif, pour l'association. Donc on a 18 des associations qui estiment que c'est décisif d'avoir une mission flash. Pour 46 des missions, donc ça donne en fait l'effet, c'est-à-dire que la montée en puissance, du dispositif, il est beaucoup plus fort sur les missions longues et ça, le CALI vient abonder en ce sens avec des associations qui sont plutôt très critiques, hein, sur la généralisation des missions flash. Surtout dans le cadre de partenariats qui seraient un peu brusques, un peu imposés par en haut. Et donc, on a des associations comme Bébé Secours qui demandent à être payées, hein, pour leur rôle d'accueil dans des missions flash. C'est-à-dire que les journées de solidarité, l'entreprise doit contribuer à financer ces journées de solidarité en plus de l'accueil. Ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, le mécénat de compétences, dans la majorité des cas, il a un effet positif, sur du court, moyen terme, mais qui change pas structurellement, la santé ou la pérennité d'une association, quoi. Exactement. Alors, par contre, il y a quelque chose qui est très important à dire, c'est que ça allège la charge de travail des associations et ça, c'est vrai pour plus de 7 associations sur 10. Après, c'est plutôt en fait des effets de consolidation. C'est-à-dire que le mécénat de compétences va pas amener des nouveaux fonds, va pas, permettre, voilà l'ouverture à de nouveaux publics ou de nouveaux territoires. On a 6 associations sur 10 qui nous disent que, voilà, ça permet de consolider les activités, existantes en prolongeant les missions qui sont fondatrices. Autrement dit, ça permet quand même de consolider le projet phare, de l'association, ce qui est pas non plus neutre. On n'est pas en train de dire que c'est pas bien, mais on n'est pas sur, des développements d'une montée, enfin, d'un développement d'échelle, de passage à l'échelle et cetera. Non, on est sur une consolidation,
Autrement dit, ça peut aussi permettre quand même la survie des associations, ce qui est déjà pas si mal, quand même à l'heure actuelle. Si on se parle un peu maintenant des inégalités, structurelles d'accès, donc tu as commencé à en parler, en introduction. Ce que tu constates, effectivement, c'est que les associations qui bénéficient du mécénat de compétences, c'est celles qui sont souvent les mieux staffées en ressources humaines. Est-ce que, selon toi et selon ce rapport, on est dans une mécanique qui finalement renforce les inégalités? Le mécénat de compétences, c'est pour les clairement, c'est pour les associations les plus structurées, alors, les mieux dotées du point de vue budgétaire, des ressources humaines, celles qui sont aussi plus insérées dans des réseaux, à l'échelle évidemment de notre quantitatif, hein, qui encore une fois, est sur un petit échantillon, mais ça apparaissait, voilà, très, très clairement. En fait, on se rend compte que voilà, le mécénat de compétences renforce les inégalités, pardon, dans le monde associatif en venant se concentrer, sur certaines organisations. Ça, c'est peut-être important de le dire, c'est que le mécénat de compétences, finalement, ça touche assez peu d'associations, hein, dans le monde associatif. Si on considère, le nombre d'associations touchées par le mécénat de compétences, on serait à moins de 0,5 associations sur 10, et surtout des employeuses, si on faisait une estimation un peu à la louche. Par contre, quand on regarde le volume, voilà, on a des associations qui vont mobiliser, parfois, 200 salariés volontaires en leur sein. Certaines ont 80 de leurs ressources humaines qui sont composées de personnes avec cette compétence. Donc ça, je pense que c'est important de le dire aussi, parce que autant ça touche pas, beaucoup d'associations au sens large, autant certaines associations ont recours à un gros volume de personnes avec cette compétence. Et puis encore, je le disais, il y a aussi un effet de sélectivité par toutes les personnes qui accompagnent, qui font les intermédiaires dans le cadre du mécénat de compétences, qui vont parfois renforcer en disant: «Bah, faut des associations matures, déjà structurées, qui ont les reins solides» et cetera et cetera. Ce qui renforce aussi cette concentration. Donc en fait, on n'en sort pas à partir du moment aussi où des accompagnateurs, soit n'en ont quasiment carrément pas la connaissance. Et puis il y a la question aussi de, voilà, de ces accompagnateurs qui vont orienter seulement, vers certaines associations et fermer la porte à d'autres, hein. Je me souviens, d'une entreprise qui nous disait: «Ah non, nous, c'est une association qui est aujourd'hui fermée, nous disait qu'on ne pouvait pas aller vers des associations, qui ont que des bénévoles. Et donc du coup, l'entreprise, même si elle n'était pas contre, au final, bah, comme il y avait un intermédiaire et ben, elle n'était pas orientée vers des associations, que bénévoles. Et je pense que ces dynamiques, elles sont encore plus marquées pour des associations sur des territoires particuliers. Alors déjà les associations qui sont en milieu rural, ça, on a eu beaucoup de retours, alors à la fois dans l'enquête Quanti, mais aussi dans l'enquête Quali, d'associations qui sont en milieu, voilà, ruraux et qui nous disent en fait, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas comment contacter les entreprises, on n'a pas forcément beaucoup d'entreprises sur notre territoire. Et donc la question, c'est comment on accompagne aussi ces associations de milieu rural à aller sur des associations, sur des entreprises peut-être au niveau national, peut-être sur des entreprises locales. Enfin, c'est une vraie question. Et puis, il y a aussi la question des territoires ultramarins. Dans les territoires ultramarins, il y a un vide considérable sur les questions, alors déjà de philanthropie, mais sur les questions là d'accompagnement en fait au mécénat de compétences. Voilà, encore une fois, c'est une question de, la faible densité d'entreprises évidemment, mais c'est aussi, des réseaux de partenariats qui sont moins structurés. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer du côté de l'accompagnement, parce qu'actuellement, on est quand même sur quelque chose qui vient, renforcer l'inégalité au sein du monde associatif en concentrant les ressources toujours sur les mêmes. Et puis, aussi avec des inégalités territoriales, ben, voilà, c'est-à-dire que les territoires les mieux dotés, sont ceux aussi qui vont offrir à leurs associations, plus de mécénat, de soutien en fait. Enfin voilà, ça pose quand même assez question. Ce que ton rapport, montre aussi, c'est que les associations qui vont aller sur des causes, plus politisées, plus controversées, plus militantes aussi parfois, elles sont systématiquement moins soutenues. C'est des sujets qui font peur en entreprise. Dans quelle mesure est-ce qu'on parle de mécénat, stratégique, tu vois, selon toi, quand, bah, en fait, le choix des soutiens, il est plutôt guidé par, l'image de l'entreprise ou par, ouais, les effets et les répercussions en termes d'image, d'une cause qui est traitée par les assos? Est-ce qu'il y a des causes qui sont, dans ton observation aussi, plus simples à soutenir en entreprise? Ouais, ouais, très très clairement, alors déjà, c'est effectivement plus stratégique pour les entreprises que pour les associations. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a, déjà un cadrage dominant de la charité. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une logique un peu qui poursuit aussi le travail des œuvres, début du 20e. Enfin, on donne aux plus démunis, quoi. On est quand même dans cette logique-là, où, c'est, le riche qui donne aux pauvres. Enfin, évidemment, je simplifie, mais
On a une association qu'on a renommée qui s'appelle Le Partage dans l'assiette, qui a vocation, à accueillir, on va dire, une diversité de profils sociaux, c'est-à-dire que la porte est ouverte à tout le monde, que ces personnes disposent ou non de capital économique, que ces personnes disposent ou non d'un capital culturel élevé. L'idée, c'est que c'est un lieu de partage et de convivialité ouvert à tous. Et en fait, des entreprises qui construisaient un partenariat avec cette association essayaient un petit peu de tirer le fil en disant: «Non, en fait, votre accueil, vous le tournez quand même au vers des personnes qui en ont vraiment besoin». Et l'association disait: «Non, notre projet, nous, c'est d'être ouvert à tout le monde et de travailler la mixité sociale». Et l'entreprise était plutôt: «Non, non, non, faut nous, on veut soutenir, en fait, les personnes qui sont les plus précaires». Et l'association disait: «Mais nous, c'est pas ce qu'on fait, en fait. Nous, on est un lieu d'accueil». Et donc voilà, là, on est clairement dans ce qui peut, voilà, surprendre parce que on est dans cette, voilà, logique charitable, hein, qui a aussi une origine, religieuse, du côté des entreprises, mais on a quand même des limites à ne pas dépasser. Et c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut pas heurter les salariés, faut pas avoir des effets négatifs en termes d'image ou qui pourraient ouvrir des débats trop importants en interne avec, une conflictualité politique importante. Donc du coup, on va choisir du consensuel. Par exemple, l'égalité des chances. Qui est vraiment contre l'égalité des chances? Ah oui, on va aider les jeunes, à s'en sortir, même si on va pas forcément s'attaquer aux causes structurelles de l'inégalité des chances, voilà, on va quand même, aller sur des causes plus consensuelles, on va éviter, par exemple, les questions de l'environnement. Alors tant que c'est du développement durable et ramasser des déchets, ça va, mais en fait, si on va pas aller vers des associations qui sont trop militantes. J'ai un responsable d'une très grande banque qui me disait: «Mais en fait, l'environnement, c'est compliqué parce que, bah, c'est pas toujours des grosses associations et elles sont beaucoup plus dans le militantisme que de l'action de terrain». Autrement dit, l'action de terrain comme ramasser les déchets, on est OK, mais le militantisme, ce qui cherche à bouger un petit peu les lignes, ça on c'est pas entendable, nous, on peut pas soutenir ça. Et donc du coup, on a souvent les entreprises dans l'environnement, voilà, elles ont des partenaires jugés plus pragmatiques, qui ont des actions de terrain bien visibles, qui ont un plaidoyer assez restreint. Et du coup, à l'inverse, on a des associations qui doivent faire attention à bien présenter la misère. Faut pas trop heurter les entreprises, faut pas trop heurter les salariés, qui seraient susceptibles d'être mis à disposition ou, qui viennent en tant que participants aux journées de solidarité. Donc là, j'ai, une salariée, Astrid, qui était, coordinatrice des opérations chez Bébé Secours, qui nous dit, «Tu sais les efforts que cela représente quand même de raconter aux gens, sans les mettre en difficulté, que ben oui, il y a des bébés qui ont faim en Île-de-France à 500 mètres de chez eux». Et donc, il faut pas trop choquer, pas trop mettre en difficulté, être sur des causes consensuelles. Et donc, on a des associations, nous, c'est assez intéressant, c'est qu'elles veulent pas effectivement dériver leur projet, elles veulent pas, voilà, se travestir, mais quand même dans le discours, elles vont se déguiser un peu, pour séduire, par exemple, les fondations d'entreprises. Je pense à une bénévole qui était membre d'une gouvernance associative qui nous dit: «En fait, c'est à nous de trouver les bons arguments et de travailler sur pourquoi notre action répond à tel impact pour l'entreprise». Et donc il y a toute l'importance, en fait, d'adapter le bon discours pour bien plaire à l'entreprise. Ce qui effectivement, là aussi, sur les questions de cause, bah, voilà, il y a des sujets, en fait, qui sont passe-partout et il y a des sujets, tu parlais de la question des causes LGBTQR+, ben, voilà, tout ça, c'est des causes qui sont difficilement, soutenables. Un autre exemple en tête, par exemple, l'exemple de la guerre en Ukraine. Dans une entreprise, les salariés se sont un peu mobilisés en disant à l'entreprise: «Qu'est-ce que vous faites sur la question de la guerre en Ukraine et comment on peut accueillir plus de personnes qui fuient la guerre?» Et la personne qui organise l'engagement des collaborateurs me disait: «C'est marrant parce que là, sur la question de la guerre en Ukraine, l'entreprise a bien voulu réagir, mais sur la question migratoire, par exemple, elle s'était jamais prononcée ou avait jamais orienté, l'engagement des collaborateurs, là-dessus». Parce que ça peut être, politiquement plus problématique que la guerre en Ukraine qui répondait à une urgence, médiatique. Par exemple, une association qui, va, défendre un féminisme qui serait trop, voilà, trop militant, ça passera pas, des associations qui, sont ouvertement engagées dans des mouvements sociaux, ben, ça aussi, ça va être plus compliqué. Parler de l'accompagnement, par exemple, des travailleuses du sexe, ben, c'est des causes, en fait, qui sont c'est pas inaccessible pour les entreprises, mais c'est compliqué, d'orienter frontalement, la stratégie de l'entreprise, stratégie RSE de l'entreprise là-dessus. Ce serait pas forcément mal perçu, mais ça ouvrirait un débat autour de cette question, de la position politique. Est-ce que c'est la position politique de l'entreprise, de ses dirigeants? Dans mon métier de consultante, ce que j'invite vraiment à faire, c'est d'accompagner ces fondations et ces entreprises avec qui je travaille à vraiment challenger leurs critères de sélection des assos, à
repenser des appels à projets qui vont, parfois, être amenés à disparaître aussi, selon moi. Qu'est-ce que toi, ton étude, elle apporte aussi comme argument qui pourrait venir nourrir, ce travail-là autour de la simplification de la sélection et autour, ouais, autour de ce sujet de la fin des appels à projets notamment? C'est le problème de l'appel à projet, c'est que souvent on est sur un one shot. On finance une association en lui demandant de rentrer bien dans une direction. La problématique, c'est que du coup, on demande quand même à l'association, voilà, de rentrer dans un angle et que, l'entreprise n'ouvre pas, la possibilité, heu, des projets, qu'elle a pas ciblés, qui peuvent être parfois très innovants d'un point de vue social, avec des fonctionnements tout à fait intéressants. Il y a la question effectivement du financement à long terme. Alors la problématique que je vois dans le financement de long terme en dehors des appels à projets, c'est que souvent, le financement de long terme demande aussi, hem, un partenariat de long terme et on sait aussi que les, portefeuilles, on va dire des entreprises ou des fondations, associatives, c'est assez limité. C'est-à-dire qu'on va pour pas être dans un saupoudrage, très important, on va avoir un certain nombre d'associations qu'on peut financer et si on pense pluriannuel et ben, ça veut dire qu'en fait, c'est toujours les mêmes associations qui reçoivent une somme les années passant ou sinon, il faudrait renouveler, en fait, les accords pluriannuels et changer peut-être à chaque fois de partenaire pour donner à toutes les associations leur chance et donc aussi lutter contre, ces inégalités dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, d'aller sur des territoires peut-être, cibler des territoires, moins chanceux, en termes, économiques ou alors aussi aller vers peut-être, un soutien à des associations en difficulté. Ça pourrait être aussi une entrée, voilà, on accompagne, on aide des associations qui sont peut-être en difficulté parce qu'il faut pas que leur projet, disparaisse. Est-ce que tu observes que pour les associations, ces journées flash ou tes dispositifs, court terme, ça peut leur permettre d'accéder à, d'autres sources de financement ou, à d'autres modalités de soutien? Est-ce que ça peut être un pied dans la porte aussi pour elles, pour accéder à autre chose? Pas vraiment, parce que ça, comme je te le disais, déjà, dans les associations qui ont recours, elles sont très souvent déjà en lien avec le monde de l'entreprise. Donc, c'est pas forcément mettre un pied dans la porte. Mais cette compétence flash, c'est souvent que les associations, elles disent oui parce qu'elles veulent pas perdre le reste du partenariat avec l'entreprise. C'est plutôt comme ça que j'aurais tendance à le voir au travers du matériau qu'on a pu récolter. Moi, j'avais vraiment des associations qui avaient un discours très dur à l'égard des missions flash et d'ailleurs, encore une fois, c'est le même principe avec, la mise à disposition des fonctionnaires puisqu'ils sont partis sur, par exemple, une journée à 2 journées par mois et les associations, elles disent: «Bah, non, en fait». En termes de socialisation, d'intégration de la personne, par exemple, c'est pas suffisant et puis en termes de ce que voilà, du coût, d'entrée et de formation pour l'association, l'apport est pas assez important. Enfin le ratio, bénéfice, coût, enfin c'est coût-bénéfice, c'est pas intéressant pour l'association. Si on voulait, du coup repenser un mécénat de compétences qui soit pleinement au service et de l'intérêt général et des associations et des causes qui sont défendues, par quoi est-ce qu'on commencerait selon toi? Je vais un peu me cacher derrière, mes enquêtés, puisqu'on a essayé de recenser un petit peu toutes leurs propositions, notamment quand, il y avait des propositions qui allaient pas mal dans le même sens. En fait, il faudrait que toutes les entreprises adoptent un cadre déontologique, peut-être le même, mais un cadre déontologique strict avec, des critères, des règles, fait qu'il y ait pas de dérive, de risque de remplacement des emplois, par exemple, dans les associations. Qu'on évite en fait, hem, d'être trop dans, logique de valorisation de l'image, de l'entreprise et il y a peut-être une réflexion à mener, peut-être sur une charte commune, du mécénat de compétences, qui serait, peut-être même obligatoire et ça, c'était une proposition en fait des enquêtés. Je pense que du côté associatif, faut faire attention à une éventuelle, alors je vais utiliser le terme d'industrialisation de mécénat de compétences, mais faire attention à ce que les missions restent ponctuelles et non pérennes, pour éviter justement le remplacement peut-être des postes salariés, au sein des associations. Peut-être que les missions devraient se structurer du coup sur, des activités de support et de structuration. Par exemple de la communication, des outils d'évaluation, voilà, pour apporter des compétences nouvelles, mais sans interférer peut-être avec les missions, de l'association. Vraiment être finalement dans le renforcement du projet associatif. Voilà, que les entreprises soient à l'écoute des besoins des associations. Ça, je pense que voilà, on est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il faut former les entreprises à la découverte du monde associatif, au droit associatif? Je sais pas, hein, c'est une véritable question.
Mieux préparer les salariés, repenser le transfert de compétences dans les 2 sens et puis, il y a vraiment une question autour de la défiscalisation de mécénat de compétences. Voilà, de peut-être un contrôle plus strict des autorités fiscales sur, ces dynamiques de défiscalisation via le mécénat de compétences. Voilà, pour être sûr qu'il y a une forme d'alignement avec des missions d'intérêt général. Il y a toute une partie sur, le regard critique, du monde associatif sur le dispositif de mécénat de compétences dans le rapport qui touche, au type de soutien au monde associatif. C'est-à-dire les associations se sentent un peu, dépossédées d'une partie de leur financement actuellement. Parce que les budgets, notamment des collectivités territoriales, se fragilisent et cetera et que d'un autre, en fait, il y a quand même cette dynamique de défiscalisation des entreprises dans cette compétence qui fait que quelque part, l'État soutient d'une autre manière le monde associatif, en passant par l'intermédiaire des entreprises et du coup, ça questionne les associations en disant: «Mais est-ce qu'on pourrait pas plutôt, recevoir directement, voilà, des subventions, de l'État ou des subventions des collectivités plutôt que d'être médié comme ça par le mais cette compétence?» Et là, je voudrais nuancer ce retour de mes enquêtés. Il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne défiscalisent pas le mécénat de compétences sous des formes, qui ne sont pas des missions longues. Les journées de solidarité, en fait, c'est trop compliqué administrativement, de demander les rescrits aux associations, de s'engager enfin, donc en fait, c'est juste pas purement et simplement pas défiscalisé. Sur la défiscalisation, il y a une donnée qui m'a frappée et que j'ai partagée dans l'épisode précédent, c'est celle du baromètre Admical, qui précise que seulement 45% des entreprises qui font du mécénat de compétences le défiscalisent. Ça veut dire que pour plus de la moitié, le gain fiscal, c'est pas une motivation en fait. Soit parce que les formats sont trop courts, soit parce que les démarches administratives sont trop lourdes. En tout cas, c'est pas le moteur principal. Ce qui motive vraiment, on l'a entendu juste avant, c'est l'image, les RH et la gestion des carrières. La défiscalisation, du coup, c'est un bonus, mais c'est pas le cœur du dispositif. Après, quand on regarde, par exemple, ce qui est adossé au budget, enfin au PLF, on est à plus de 2 milliards d'euros de soutien aux associations via la défiscalisation. Donc ça fait quand même des gros montants, in fine. Alors, dedans, il y a pas que mais ça de compétences, évidemment. Les Robins, c'est un podcast qui s'adresse effectivement aux dirigeants et dirigeantes de fondations d'entreprise et de fonds de dotation, du coup qui nous écoutent là aujourd'hui. Qu'est-ce que ton étude et les assos qui ont été interrogés pourraient leur dire concrètement sur, comment mieux faire finalement, et comment mieux mettre en place des politiques de mécénat de compétences? Le message principal qu'il faudrait faire passer, c'est vraiment considérer les associations comme un partenaire au même titre, qu'une autre entreprise ou qu'un partenaire public, déjà. Sortir aussi d'une forme de logique paternaliste. C'est le président d'Isolage qui disait aux entreprises mécènes: «Vous savez, nous aussi, on va vous faire grandir». Je pense qu'il y a de ça à garder en tête. Le mécénat de compétences, c'est pas seulement un apport vers les associations, c'est aussi un apport des associations vers les entreprises. Très bien, je crois que ce serait très chouette de finir là-dessus. Il y avait une dernière question peut-être pour, des dirigeants d'assos, c'est le podcast, ce que j'ai découvert, c'est qu'il est finalement énormément écouté aussi par des dirigeants, d'associations. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire toi, du coup? Je pense que c'est un message d'amour que j'ai envie de transmettre au monde associatif. Vous valez tellement, faites-le savoir. Faites-le savoir aux entreprises. Et je pense que c'est important que les associations aient ça en tête dans les négociations. Hem, je pense que les partenariats associations-entreprises ont beaucoup à apporter et inversement, ont beaucoup à apporter aux 2 mondes. En tout cas, merci beaucoup et pour ces rapports et pour, la vulgarisation que tu en as fait, aujourd'hui, pendant ce temps ensemble. Merci beaucoup, parce que je pense que ça aide effectivement aussi à comprendre, ce qui se joue du côté des associations, quels sont les effets du mécénat de compétences, pour elles et du coup à mieux comprendre, pour des entreprises et des fondations, à quel endroit est-ce que ça a le plus de sens, d'agir. Donc vraiment merci beaucoup pour ça Mathilde. Bah, merci à toi également pour cette opportunité, parce que c'est toujours très chouette, de pouvoir partager, ces résultats et surtout que ça serve. Et sachant qu'en plus, c'est bien parce que ce rapport, il est sorti, fin d'année, c'était un peu mon cadeau de Noël, mais voilà et le fin d'année, c'est pas forcément le meilleur moment pour sortir un rapport, donc c'est très chouette. Voilà, donc merci à toi Valentine. Bon, j'espère pouvoir te retrouver du coup au micro, des Robines pour le troisième volet du coup de ce rapport. Ah mais avec grand plaisir, avec très grand plaisir. Voilà, 2 heures d'entretien, quelques minutes extraites, pour vous les Robines. Ce qui me reste de cette conversation avec Mathilde, c'est une phrase du président d'une asso qu'elle a citée, adressée aux entreprises mécènes.
où elle dit: «Vous savez, nous aussi, on va vous faire grandir». Et je trouve que c'est exactement ça, le fond du sujet quand on parle de mécénat de compétences. Dans ses meilleures versions, c'est pas une entreprise qui va tendre la main à une asso pour, la sauver ou pour, lui rendre, un coup de main. Je crois que c'est vraiment un enjeu de rencontre de 2 mondes qui ont plein de choses à apprendre, l'un de l'autre, à condition évidemment que les 2 soient assis à la même table et jouent avec les mêmes règles du jeu. Ce que ce rapport montre, c'est que pour l'instant, on est encore loin de cette situation idéale. Ce serait trop facile de penser que les entreprises agissent avec de mauvaises intentions. C'est pas du tout le sens de mon propos, ni de cet épisode. À mon sens, toutes les conditions sont pas encore réunies pour que le mécénat de compétences soit pleinement utile, aux associations et je vois 4 raisons à ça. La première, c'est des missions qui vont être trop vite conclues. La deuxième, ça va être des salariés qui sont pas ou mal préparés avant d'aller en association. C'est des associations qui subissent plus qu'elles ne choisissent parce qu'elles sont pas là au moment où on décide des règles du jeu. Et enfin, des dispositifs qui profitent surtout à celles et ceux qui sont le plus visibles et qui en ont parfois, le moins besoin. Alors si tu diriges une fondation, un fonds de dotation ou que tu pilotes une politique de mécénat en entreprise et que tu écoutes, ce podcast, c'est probablement parce que toi aussi tu veux interroger tes pratiques ou faire mieux demain. Alors ce rapport, c'est une matière qui est précieuse parce que moi je suis convaincue que quand on comprend, la remise en question, elle est simple et le changement, il est beaucoup plus accessible. Et justement pour passer de l'info à l'action, je t'invite à écouter l'épisode Mécénat de compétences 10 conseils à actionner dès aujourd'hui. J'y partage 10 pistes très concrètes pour construire un mécénat de compétences qui tienne vraiment la route, du côté des assos comme du côté des entreprises. Merci pour votre écoute et à très vite les Robines. C'était Les Robines, le podcast qui transforme le capital en bien commun, réalisé par Valentine Maillard de l'agence C'était mieux demain. Pour la petite histoire, Les Robines, c'est exactement l'espace dont j'aurais eu besoin lorsque j'étais déléguée générale de fondation d'entreprise. Un espace pour réunir les responsables de mécénat en quête de pratiques plus responsables. Dans cette communauté, on est convaincu que le mécénat, ça ne doit pas être juste un outil de défiscalisation, ni une vitrine sur LinkedIn. Pour nous, c'est un moteur de justice sociale et environnementale. Pour en savoir plus sur la communauté des Robines et sur C'était mieux demain, rendez-vous dans les notes de l'épisode et sur c'estaitmieuxdemain.com. Un grand merci à Sophie de Maison Bavard pour la production et le montage de cet épisode. Merci à nos invités pour le partage d'expérience et merci à vous toutes et tous pour votre écoute. À bientôt les Robines!